Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, notre invité Julien Omnes. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes membre de l'association 10 fois plus fort et plus particulièrement le secrétaire. Parlez-nous de cette association qui a vu le jour en 2016. Alors, c'est une association qui est née à la base sur la volonté de deux mamans dont les enfants sont dyspraxiques. Et donc, face aux difficultés liées à ce trouble, assez peu connu malheureusement, la dyspraxie, face aux difficultés à se faire reconnaître, aussi bien par les instances handicap de l'État que par l'école, par l'éducation nationale, il y a eu une volonté de créer cette association pour aider notamment les familles touchées. La dyspraxie, en quelques mots. En quelques mots, alors il y a plusieurs dyspraxies, notamment la dyspraxie visio-spatiale, qui est celle que je connais le mieux. C'est des difficultés neurologiques, pour faire simple, ce sont des petits capteurs neuro qui ne font pas les liens dans le cerveau, et donc c'est des enfants qui vont avoir des difficultés à se repérer par exemple dans l'espace, pour faire simple, face à un devoir de maths, de géométrie par exemple, à s'y retrouver dans les figures. Voilà, c'est des difficultés à lier le spatial et le visuel. Vous l'avez expliqué, tout ça part d'un constat ou plus d'un manque de service ? D'un manque de soutien peut-être, oui. Le constat à l'école, on le sait. On est aujourd'hui dans une logique éducation nationale qui veut faire du particularisme, de la spécificité, aider les difficultés, les enfants un petit peu plus au cas par cas. Et c'est là effectivement qu'on se penche sur ces difficultés, ces troubles neurologiques. Et les spectres sont très très larges, hein. On parle de dyslexie, on parle de dysorthographie, de dyscalculie, de dyspraxie, on parle d'hyperactivité aussi. C'est un prisme très très large et souvent les parents comme les professeurs ou les enseignants sont assez mal formés. Pour résumer, ce sont des troubles des apprentissages, comme vous le formulez, voilà, c'est ça ? Absolument, c'est des enfants qui sont souvent très très intelligents, hein, ça n'empêche pas. D'ailleurs, ils mettent en place souvent des stratégies pour passer à côté des difficultés, et c'est des enfants qui sont souvent très créatifs, justement, qui ont cette capacité d'adaptation qui est assez particulière. L'objectif de l'association, c'est quoi ? Alors l'objectif de l'association, déjà, c'est de renseigner. Il y a énormément de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe avec leur enfant. C'est souvent la base du problème. Alors on va les guider vers des professionnels, on va les guider aussi vers des gens capables de leur faire des examens à ces enfants. Et puis une fois que les examens sont faits, une fois que les parents ont pu faire détecter leur enfant sur le bon symptôme, l'idée va être de les aider à monter des dossiers, ce qu'on appelle les dossiers MDPH, donc les dossiers handicap, pour les faire reconnaître aussi bien à l'école, dans le milieu scolaire, que sur des subventions de l'État. Ça fonctionne, on arrive à créer une facilité de dossier grâce à votre association ? Il n'y a pas de facilité de dossier. C'est toujours très très compliqué à monter. C'est un chemin qui est long, qui peut durer 1 an, parfois 2 ans. C'est aussi un des objectifs de l'association, de pouvoir aider, j'ai envie de dire, psychiquement, à défaut de psychologiquement, les parents, leur donner du courage, leur montrer qu'on peut y arriver, mais qu'il faut prendre le temps et il faut avoir de la patience. Donc vous êtes un véritable soutien pour ces parents. Oui, souvent. Parfois démunis peut-être ? Souvent démunis parce que les enfants sont rarement reconnus à l'école. Ce sont des enfants qui très très souvent sont face à des enseignants qui ne comprennent pas, parce que manque de formation réellement, hein, et qui ont un discours assez négatif au niveau des parents. Et en fait, en creusant, en menant ces enfants vers les bons professionnels, on arrive à détecter les problématiques et à contourner. Donc il ne suffit pas d'aller voir un orthophoniste, c'est tout un accompagnement, et même scolaire, comme vous l'expliquez. Et il y a un vrai prisme de professionnel. L'orthophoniste va agir sur certaines spécialités, voilà, pas sur toutes. Justement, votre objectif, c'est de former aussi ? Alors, former, c'est compliqué. Disons qu'on propose certaines formations, on propose des soirées d'échange avec des spécialistes. Typiquement, là, on avait rien en décembre, mais pour le mois de novembre, on avait le professeur Speranza, qui est venu intervenir sur les questions liées à l'autisme. Monsieur Speranza, c'est quelqu'un qui est assez reconnu mondialement. Donc ça a été vraiment une vraie chance pour nous de l'avoir et pouvoir le présenter aux Saint-Quentinois qui étaient intéressés par la question. On a eu aussi en novembre Madame Richet sur la question des maths et de la neuropsy. Voilà. Et on propose en janvier Madame Michèle Mazot qui va venir aussi. C'est une vraie chance aussi de l'avoir. Et qui va intervenir sur la question des troubles d'apprentissage de manière plus globale et sur la dyspraxie, très précisément. Les gens qui viennent
à ces rendez-vous, ce sont uniquement des parents ou des gens qui veulent s'intéresser à ces troubles parfois peu connus? Alors, on a 2 cibles majeures. Effectivement, les parents qui sont face à des difficultés, soit parce qu'ils ne savent pas ce qu'ont leur enfant, mais en creusant sur Internet, ils ont envie de voir un vrai pro qui détaille un petit peu. On sait qu'Internet, on peut y trouver tout et n'importe quoi. Et puis, il y a aussi les enseignants, les professeurs qui peuvent être intéressés. C'est un public qui est très difficile à capter, mais c'est un public qui est important parce que à l'arrivée, c'est lui qui travaille avec les enfants tous les jours. Est-ce qu'en 2019, on est quand même, il y a quand même un problème de ne pas maîtriser ces sujets-là, qui sont quand même connus depuis assez longtemps? Je ne sais pas s'ils sont connus depuis assez longtemps. Il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup de la dyslexie, sans savoir trop ce que c'était. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la dyspraxie. De la dysorthographie, c'est quelque chose qu'on maîtrise un peu. Typiquement, un trouble comme la dyscalculie, on la connaît très très mal. C'est un trouble qui est assez rare. Et pourtant, il y a des enfants qui sont atteints par ça aussi. Donc, Ça se matérialise comment, concrètement, pour l'enfant? Pour l'enfant, c'est des blocages. Concrètement, devant le travail, c'est un blocage. Un enfant qui a un problème de dysorthographie, il va avoir un vrai blocage face à l'écriture. Sur la dyspraxie, on a beaucoup de retours de parents, par exemple, qui expliquent que face à simplement le fait d'écrire son nom sur une feuille en devoir du soir, pour un enfant qui est dans l'apprentissage de l'écriture, le parent peut rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour, à l'arrivée, ne pas réussir à faire en sorte que l'enfant écrive droit sur sa feuille. Alors, quand on découvre l'écriture pour un enfant, c'est assez logique d'avoir du mal à rester dans le cadre des carreaux. Maintenant, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que l'enfant travaille là-dessus, que normalement l'écriture est acquise et qu'il n'arrive toujours pas à écrire droit, là, il commence à avoir des problèmes. Et c'est là qu'on a des parents vraiment démunis. Vous avez adhéré à cette association pour quelle raison? Vous en êtes le membre fondateur, mais pour quelle raison? Alors, je suis un des membres fondateurs avec donc 3-4 mamans initialement. Je suis arrivé dans cette aventure sur la demande de la présidente, en fait, qui cherchait des profils un peu divers. Et dans cet asso, il y avait quelques professionnels, mais surtout des instits et des profs. Et elle cherchait quelqu'un qui soit peut-être qui avait peut-être un regard un peu différent. Moi, je suis dans la culture. J'ai l'habitude de travailler dans les administrations. Ça permettait d'amener une autre force sur l'asso. Depuis 2016, on a vu une évolution, une progression, un accompagnement plus soutenu. Comment ça se passe? On en parle plus déjà. Si vous allez sur Internet, il y a de plus en plus de magazines de santé qui vont se pencher sur la question. On trouve de plus en plus de choses de ce type qui permet vraiment de comprendre de quoi on parle. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est beaucoup plus reconnu. Il y a une volonté éducation nationale de travailler sur les troubles spécifiques, on le sait, mais c'est une grosse organisation, l'éducation nationale, et il faut prendre le temps, je crois. Mais petit à petit, on avance. C'est dur, mais on avance. Vous suivez les parents sur la durée, pas uniquement une fois que le dossier est monté? Ça dépend de la volonté des parents. En général, quelle est leur volonté? Généralement, on retrouve surtout des parents qui sont à la genèse de leur dossier. C'est-à-dire vraiment des parents qui ont des problèmes avec des enfants. Alors, soit qui commencent à être détectés, soit où les parents ne savent pas ce qui se passe. Donc, ce sont généralement des professionnels de santé qui leur transmettent nos informations, enfin qui leur transmettent notre numéro de téléphone, Oui. voilà, notre mail, voilà. Qui vous mettent en contact avec eux? Qui mettent en contact, merci. Après, non, en règle générale, on est sur des parents qui restent avec nous sur 2-3 ans. Voilà, je vous dis ça, ça fait que 3 ans qu'on existe, hein, mais on est à peu près là-dessus. Le suivi, après, chaque parent fait comme il le sent. Hein. On est une asso, on est là pour aider. Chacun s'en empare comme il le souhaite. Vous avez combien de parents? Est-ce que vous arrivez à chiffrer un petit peu l'aide que vous pouvez apporter à ces gens-là? Aujourd'hui, on a entre 60 et 70 adhérents, sachant qu'on a beaucoup de petits rendez-vous. À part de ça, de parents qui viennent chercher des informations, on peut les guider. C'est pas pour autant que c'est des parents qui viennent s'inscrire chez nous. Voilà. Après, on a des groupes d'aide qui sont mis en place. On a des ateliers, notamment des ateliers logico-maths, par exemple, des ateliers numériques, par exemple pour les dyspraxiques, pour travailler sur la frappe d'ordinateur, parce que c'est des enfants qui vont être beaucoup plus à l'aise à l'école avec un ordinateur qu'avec leur stylo. C'est un outil plus sympa pour eux. On a des ateliers philo aussi. On peut trouver des groupes de parole avec des psys, de manière plus spécifique. On fait de la médiation cognitive aussi. C'est quelque chose qui permet aux enfants de mieux structurer leur logique maths, notamment. Merci Julien Omnes d'être venu nous parler de cette association, je le rappelle, 10 fois plus fort, créée par des parents d'enfants touchés par des troubles des apprentissages. On peut vous retrouver sur le site internet 10foisplusfort.org. Ouais, tout à fait, ouais. C'est celui-là. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.